comme on sait qu'il y a des choses plus importantes, bah, on peut rater, c'est pas grave. Et puis en fait, en se disant on peut rater, finalement on réussit plus que ce qu'on rate. Puisque les joueurs que j'ai savent qu'ils n'ont pas la pression. Tu rates, tu rates. Après, il y a une différence entre rater et faire n'importe quoi. Là, ça veut pas dire qu'il y a ça, ça veut pas dire que le gardien peut prendre le ballon, se mettre à dribbler 3 joueurs. Quoi. Il y a quand même un cadre. Mais après, si c'est des choses qui sont demandées et qu'on rate, bah, c'est pas grave. Hein. Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Balle au Centre officiel pour un nouvel épisode de La Parole au coach. On reçoit aujourd'hui un nouvel invité en la personne de Thomas Berlette. Thomas, bienvenue. Merci de l'invitation. Mais merci à toi, c'est hyper important pour nous de te recevoir. Toi, tu es le entraîneur adjoint du groupe Pro 2 du Stade de Reims. C'est ça. Mais toi, tu as fait ta nommée et ta renommée en France et je crois même à l'étranger. Je pense qu'on te connaît même à l'étranger par ton parcours exceptionnel avec les U17 de Montrouge, U17 nationaux où vous avez participé aux playoffs. Ouais, c'est ça, c'est ce qui a fait un peu de bruit, on va dire. Le seul club amateur qu'il a fait qui a fait les playoffs, il y en avait un deuxième, mais qui a fait demi-finale, le seul. Parce qu'en plus, le deuxième, c'était le FC Lyon, c'est ça? Ouais, non, il y avait eu Épinal avant, 2 ans avant, mais ils s'étaient fait éliminer au premier tour des playoffs. Et là, par contre, on a rencontré le FC Lyon, et du coup, il n'y en avait plus qu'un seul qui allait faire une demi-finale, et c'est vrai que ça, c'était jamais arrivé. D'accord, ok. Thomas, toi, tu as un parcours presque atypique. On en discutait avec Abdou, tu aurais presque pu faire le format itinéraire bis. Et tu peux nous rappeler ton âge ou pas? 36 ans. 36 ans. Ça fait combien d'années que tu coaches? Non, 37 ans. 37 ans. Ouais, j'ai oublié mon année. 37 ans. Ok. J'ai oublié une année. Et ça fait combien d'années que tu coaches? J'ai commencé à 16 ans, donc ça fait 21 ans. C'est incroyable. Ouais, 21 ans. Ça fait 21... T'as 37 ans et ça fait 21 ans que tu coaches. Ouais, alors au début, on coach les petits, les U7, U8. Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça du coaching, mais ouais, j'ai commencé là à 16 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a été une vocation pour toi. Déjà, toi, t'aimes pas qu'on dise entraîneur. Toi, tu dis que t'es un formateur. Ouais, voilà, je suis plutôt un éducateur à la limite. Un éducateur ou formateur, mais ouais, pas entraîneur. Mais comme je te l'ai dit, ça a été une vocation pour toi. Comment ça s'est passé Moi, à 16 ans, j'étais même pas au centre de formation de Monaco. Je voulais que être professionnel. Je pensais qu'à jouer au foot, pour moi, un entraîneur, il avait 30, 40... Et moi, à 16 ans, je n'étais pas non plus au centre de formation de Monaco, pour d'autres raisons. Non, rapidement, moi, quand je jouais un petit peu dans le club de ma ville. Ouais. Et franchement, ça se passait bien. Et je remettais un peu, pas en question, mais je posais beaucoup de questions sur le coaching, même quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans. Tiens, pourquoi on fait cet exercice-là? T'avais déjà la réflexion? Ouais, je me demandais pourquoi on fait ça, je comprends pas, etc. Donc, t'étais chiant pour les coachs. Ouais, carrément. On fait ça, mais pourquoi? Pourquoi je dois faire ça? Je le fais pas. Explique-moi la raison. Ouais. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis au fur et à mesure de mon évolution scolaire, moi je comptais partir sur quelque chose en STAPS, etc. Donc il y a mon entraîneur de l'époque qui m'a dit viens me donner un coup de main le mercredi après-midi. Souvent comme ça. C'est un club à Vitry, le S Vitry, basé sur les bénévoles. Donc avec beaucoup des grands frères, des joueurs qui entraînent de façon bénévole. Il m'a dit tiens viens me donner un coup de main comme ça. Je suis venu un mercredi puis j'ai adoré tout de suite. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et ça t'a pris tout de suite. Tout de suite. À 16 ans, on a l'impression de gérer les choses là. Quand on est joueur, on gère pas beaucoup, on gère soi. On gère pas son coéquipier, on gère pas les autres là, on gère tout. Fallait tout mettre en place. Bon, après voilà, on apprend, mais c'était vraiment. Mais ce que tu me dis, c'est incroyable qu'à 16 ans, tu as déjà ta réflexion du football. Toi, je sais que tu aimes beaucoup parler d'idées de jeu, de principes. C'est là où elle a commencé à se construire Pas où elle a commencé, mais là on teste beaucoup de choses. Tu vois, moi quand j'avais les débutants, je voulais les faire jouer comme des seniors et tout. Puis tu sais pas qu'il y a beaucoup d'apprentissage à mettre en place, aussi bien de la motricité et d'autres choses. Mais tu apprends au fur et à mesure. Et puis plus les années ont passé, plus tu te dis tiens, j'aimerais bien que mes équipes fassent ça. Tiens, pourquoi qu'elles fassent ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est comme ça que le projet de jeu commence à arriver. Et puis non, c'est sympa quand on est petit comme ça. Les petits, c'est bien. Tu peux nous résumer succinctement ton parcours d'entraîneur? Parce que je sais que toi, tu as même eu des résultats très jeunes. Tu as fait des montées, des titres. Après ça, c'est toujours pareil. Plus on est bas, plus il suffit d'avoir des très bons joueurs et n'importe qui peut monter. Ouais. Après, quand on arrive à un haut niveau, ça suffit plus. C'est-à-dire qu'à un haut niveau... Mais tu as toujours coaché que des jeunes, on est d'accord? Ouais, non, j'ai eu des seniors aussi, mais à un niveau régional ou départemental. Quand j'ai commencé, j'ai 25 ans, 26 ans. 25 ans, donc ça fait aussi quand même très très jeune. En tout, j'ai eu 5 ou 6 ans les seniors.
Et donc, tu as coaché Vitry, c'est ça? Ouais, j'ai coaché à Vitry à 16 ans. Donc, j'ai monté un petit peu les classes. J'ai fait débutant, poussin, benjamin. Puis après, c'est là où je vois que j'étais pour être entraîneur. Parce que j'étais joueur senior. Et finalement, on m'a demandé de donner un coup de main sur les 17 ans. Okay. Et quand on joue pas à un bon niveau, c'est le même jour. C'est-à-dire que les 17 ans jouent à 13h, les seniors jouent à 15h. Donc, c'est mort. Et du coup, j'ai dit, vas-y, j'ai arrêté de jouer. Et je me suis mis à coacher les 17 ans. Et puis après, j'ai passé mes diplômes. Il s'avère que je suis devenu rapidement le seul qui avait le diplôme pour entraîner une équipe en U15, enfin en moins de 13 à l'époque, c'est U15. Okay. Donc j'ai été entraîné cette équipe-là et puis on a eu des résultats et je me suis fait repérer par la ville d'à côté, Choisy-le-Roi, qui était niveau régional. Donc Vitry, c'est niveau départemental, plutôt au niveau départemental, mais niveau départemental. Et Choisy-le-Roi, on m'a confié les U15 et là, voilà, il y a eu quelques montées, etc. Le club est monté un petit peu en gamme pour devenir une référence un petit peu au niveau régional. Et après, j'ai eu les seniors là-bas aussi, la réserve. Et après, sur la dernière année, au moment où on me propose de prendre la première, les seniors d'équipe première, moi, je voulais pas, je voulais changer. Ça faisait 7 ans que j'étais là-bas. Donc, j'avais fait Vitry 8 ans, eux 7 ans. Donc, je voulais un peu changer et je me suis retrouvé en U16 à Montrouge. Voilà, une année avant de prendre les 17 ans nationaux. Voilà, un petit peu pour 3 clubs seulement. Tu prends les U17 de Montrouge. De base, ça devait pas être les U17 nationaux. Non, ça doit être U17 R1, ouais. Ils étaient descendus, ouais. Donc, ils ont été repêchés, c'est ça? C'est ça, parce que dans le sud, si je ne me trompe pas, le club de Cannes avait fait jouer beaucoup de mutés. Parce qu'il y a un certain nombre de mutés, on a le droit qu'à 6 mutés, sauf si on a des dérogations. Et eux, ils en avaient fait jouer beaucoup contre les clubs pro, parce que les clubs pro mettent pas réserve, sauf qu'ils ont été, je pense que quelqu'un les a dénoncés. Et du coup, ils ont perdu ils ont été rétrogradés sur tapis vert. Et Montrouge faisait partie de c'était la première équipe à être repêchée. Puisqu'ils avaient terminé c'était le moins bon 11e à l'époque. Et au carton bleu, tu sais, les fair play et tout, c'était le meilleur. Donc, ils ont été repêchés. Mais nous, ça, on le sait, le 15 juillet et fin du mercato, si tu veux. Mais quand tu arrives pour entraîner les U17 terrain, comment tu vas pour préparer ta saison? Donc, je sais pas, il y avait des objectifs, c'était quoi le mot d'ordre? L'objectif, c'était de remonter en nationaux. Donc, on avait construit une équipe pour essayer de remonter, plutôt basée sur du foot parisien un peu physique, athlétique. Donc, c'est ça. Voilà, on avait prévu, les recrues étaient faites, donc très bien. Une reprise de saison fin août, puisque le championnat commence fin septembre. Donc tout était des entraînements quand? Fin juillet? Non, une reprise fin août justement en R1. Ah, même des entraînements? Ouais, fin août, puisqu'on reprend le championnat fin septembre en R1. Sauf que là, le 16, ça tombe. Faut annuler les vacances parce que le premier match c'est le 18 ou 20 août. Donc hop, faut reprendre fin juillet, début août, faut annuler les trucs. C'était un petit peu compliqué le début. Incroyable. Mais et ça se passe comment au niveau du recrutement? Tu vas plus jouer en R1, tu vas jouer en national? On garde les mêmes joueurs. On garde les mêmes joueurs, on travaille. Donc c'est d'autant plus une épopée, mais en fait, ce que vous avez accompli, c'est incroyable. Mais c'est pas l'année des playoffs, ça, mais c'était une belle année, ça. C'était une belle année. C'était la première. C'est la découverte un peu du niveau pour moi aussi. Le projet de jeu, je l'avais avant. Il passait en départemental, il passait en régional. Là, il y avait est-ce qu'en niveau national, ça passe avec des vrais joueurs en face, des vraies équipes, un gros championnat. Est-ce que ça passe? Et ça a mis un peu de temps parce que au début, tu connais pas le championnat, donc tu es un petit peu, tu vois, tu es fébrile, tu as un peu peur de faire certaines choses. Puis au fur et à mesure, on a pris confiance. Et finalement, à la fin, on était un peu relégable à vacances de février. Enfin, on était juste devant la relégation. Et puis, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bon, vas-y, si je dois descendre, autant que je descende avec mes vraies idées comme on veut jouer. Et on a enchaîné sur, je pense, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les derniers matchs. Donc, on a bien fini. Puis, ça a poursuivi avec les années d'après. Ok. Après, on le rappelle, donc Montrouge, club amateur qui évolue en nationaux. Ça se passe comment au niveau de l'organisation, la structuration des entraînements? Vous entraînez combien de fois par semaine? Comment tu t'es organisé un petit peu, toi? Alors moi, quand je récupère l'équipe, ils s'entraînent 4 fois à la base. D'accord. 4 fois par semaine. Moi, je repasse à 3. Je considère que à cet âge-là, les joueurs viennent assez de loin. Vaut mieux faire 3 bonnes séances que 4 moyennes. Tous les joueurs qui vivaient que des jeunes Parisiens? Ouais. Donc, voilà, mais assez loin quand même. Assez loin. Pas forcément à côté. Ils mettaient 3 quarts d'heure, certains 1 heure. Hein. C'est pas... Ils n'habitaient pas 5 minutes. Même 1 heure 3 fois par semaine, un jeune de 4 fois, c'était pire. C'est pour ça que je suis repassé à 3 fois. Et puis, donc déjà, ça, je pense que même ça peut être même une réussite. Ouais, mais je pense que c'était bien 3 fois par semaine. Valait mieux les avoir 3 fois vraiment, puis ça leur permet de se reposer, de gérer l'école et tout. Que les avoir 4 fois un petit peu au compte-gouttes. Sur toute la 4e séance, quand tu joues le dimanche, tu es un peu obligé de le mettre le lundi. Lendemain de match, bon, elle ne sert pas forcément. Donc, j'étais repassé à 3 fois. Et les autres années, après, j'étais passé à 3 fois et 4 fois un mois sur 2. Tu sais, quand on sortait de vacances pour travailler un petit peu plus. Mais sinon, c'était ça. Et après, c'était une moitié de terrain, à conditions amateurs. Des fois, 30 joueurs sur une moitié de terrain.
Après, j'avais un adjoint, ça c'était bien, un préparateur physique. L'adjoint, c'est Rafi. Rafi. Que l'on salue d'ailleurs, Ouais. j'ai bien suivi aussi. Rafi, qui est à Meudon, 19 ans maintenant, qui est toujours à Montrouge aussi sur les jeunes. Il est toujours adjoint ou... Ouais, il est adjoint à Meudon en 19 ans, enfin en 18 ans, et puis il est à Montrouge, il a les jeunes. Ok. Et il est U13, ouais, c'est lui. Toi, quand tu es avec tes U17, est-ce que tu as des axes de... Parce que toi, je sais que tu as une idée, une philosophie du football bien définie. Est-ce que quand tu les prends, tu as des axes de progression assez précis? Je sais que tu aimes bien adapter tes joueurs à ton système de jeu. Est-ce que tu peux déjà nous en parler de Ouais, bien sûr. Alors, moi, quand je prends l'équipe, déjà, quand je prends une équipe, j'essaie de voir les joueurs, de faire une petite rapide photo des joueurs, et après savoir comment on peut les développer et les faire progresser. Parce que le but du jeu, au-delà d'une équipe, gagner, perdre, etc., c'est tu as pris de joueur à un instant. Comment tu le rends à la fin de l'année. C'est-à-dire que l'idée, voilà, on sait bien, t'es premier, tu fais play-off, t'es dernier, peu importe, ce qui est intéressant, c'est où tu as pris le joueur, où tu l'as amené. Donc on essaye de développer ça, tout en gardant un peu les caractéristiques qui vont leur servir pour le haut niveau. C'est-à-dire quand tu es en nationaux, tu formes des joueurs pour jouer à haut niveau, tu essayes de faire en sorte que les joueurs signent en centre de formation. Donc quel outil il faut leur donner, que ce soit au niveau technique, au niveau tactique, au niveau physique et au niveau mental surtout, très important. Donc l'idée c'est ça. Ensuite, après, moi j'ai un projet de jeu qui est plutôt assez défini. Alors, c'est un cadre. On navigue dans le cadre. L'intelligence du joueur, c'est ça qui est important aussi. Mais grosso modo, c'était basé sur plutôt un 4-3-3, plutôt sur un bloc haut, volonté de récupérer le ballon haut, d'avoir le ballon, la possession. Après, il y a des ressorties de balles préférentielles. Mais c'est pas figé, en fait. C'est le joueur qui s'adapte. À chaque fois, il a plusieurs solutions. Il s'adapte. Et mon rôle, c'est d'amener le joueur à faire le bon choix au bon moment et le plus rapidement possible. Donc, c'était un peu ça. Et puis après, on recrute les autres années. On recrute des joueurs qui peuvent rentrer déjà dedans. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont très bons joueurs, mais qui ne rentraient pas forcément dans mon projet. Et tu fais comment dans ce cas-là? Par exemple, tu prends une équipe, tu es à Montrouge. Et voilà, tu as un effectif qui est établi, tu fais quelques recrutements, c'est toi qui choisis, mais tu as un joueur, c'est un jeune, tu penses qu'il a du potentiel, mais il va peut-être pas forcément rentrer dans ton plan ou tes idées de jeu. Toi, tu t'organises comment par rapport à ça, même par rapport au petit et tout? Le petit, on essaie déjà de le développer. Après, globalement, s'il y a un petit peu d'intelligence, c'est-à-dire qu'un joueur qui est un peu intelligent, il rentre dans le projet quoi qu'il arrive. Après, il y a les joueurs qui sont un peu, c'est vrai, ceux qui rentrent pas forcément, ceux qui sont un peu déjà un peu faits physiquement, qui sont sur leur qualité athlétique, qui restent des bons joueurs et il en faut. Qualité athlétique, ça fait des différences. Mais sur le projet de jeu, c'était un peu compliqué. Mais sinon, on s'adapte un petit peu, on essaie de le faire rentrer dans la case où il peut le mieux rentrer, le développer un petit peu. Mais ça, c'était surtout les premières années, enfin la première année. Puis après, je recrutais en fonction de ma philosophie. Donc j'étais plus, quand je prenais un joueur, je savais sur quoi je m'engageais. J'essayais en plus de le prendre sur 2 années, voire un peu 3 années. C'est-à-dire des fois on recrutait un petit peu plus tôt. Donc tu vois aussi moyen long terme, toi aussi. C'est ça. Ouais, non, on avait fait un travail à la fin. Donc les premières années, c'était pas comme ça, mais les autres années, on a fait un travail pour travailler sur 2-3 ans en collaboration avec le coach des U16, le coach des U15, pour avancer sur le projet et que quand un joueur arrive à 17 ans, il gagne du temps. C'était ça l'objectif et les résultats sont arrivés là, parce que les 2002 qui font les playoffs, l'année d'avant, ils sont en U16 avec un coach que j'avais fait venir de mon ancien club, avec qui je m'entends très bien, on a la même philosophie de jeu et il les avait préparés entre guillemets. Et donc on gagne du temps, forcément, même s'il y a des recrues, même s'il y a pas mal de recrues, on gagne du temps sur la colonne vertébrale, sur des façons de jouer, sur une rigueur de travail, une discipline de travail. C'est souvent le plus important. C'est-à-dire que le jeu, c'est bien, mais c'est ça. Rigueur de travail. Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié en regardant justement les petits reportages qui étaient faits sur toi. C'est que tu as énormément de personnalité et tu te concentres que sur ton équipe. Tu n'as aucun complexe d'infériorité par rapport aux pros. C'est-à-dire que moi, j'ai été en club amateur à l'AS Montferrand dans la région de Clermont avant de signer à Monaco. Et en fait, quand on jouait contre les clubs pro, d'ailleurs, on avait la poule du Sud. Le but, c'était de ne pas prendre une valise, c'est tout. Et toi, tu es concentré que sur tes joueurs. Tu n'observes pratiquement pas tes adversaires. Non, jamais. Jamais, à cette époque, jamais. Je ne sais même pas comment ils jouaient. Au contraire, je voulais qu'ils mettent les gros. Parce que des fois, on m'appelait, ils n'ont pas ce joueur-là. Et je dis, c'est dommage, moi, je veux les gros joueurs. Justement, on veut se confronter à ça. C'est ça le but du jeu. L'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de développer tes joueurs, les amener à résoudre des problèmes dans le jeu. Mais si tu joues, nous on jouait Rennes, etc. Si tu joues Rennes, mais sans les 8 meilleurs joueurs, tu les as gagnés, c'est bien. C'est pour mettre une photo sur Facebook, c'est pas intéressant. L'objectif, c'est de jouer les vrais joueurs. Voilà, quel problème ils nous ont posé. Ok, on regarde à la vidéo, on travaille, tiens, ils nous ont posé ce problème-là. Comment la prochaine fois on pourra résoudre ce problème-là? Et c'est comme ça que c'est formateur même pour le joueur. Donc l'objectif, c'était ça. Mais c'est vrai qu'on se concentrait que sur nous. De toute façon, on peut pas agir sur l'équipe adverse.
Je peux pas dire à un joueur adverse, je peux pas le faire rater son tir, on peut très peu agir. Par contre, on peut agir sur le développement de nos joueurs. Et puis parfois, c'est vrai qu'il y a un complexe d'infériorité chez les clubs amateurs. Et souvent, quand on est inférieur, on crée une espèce de monstre. Ouais. Alors que ça reste à cet âge-là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas énormément de différence. Donc, c'est sûr, ouais. Après, on va en parler aussi. Ça fait partie de ton rôle de, entre guillemets, de manager, dans ton management avec tes joueurs. Mais tu as parlé de la vidéo là. Ouais. Je sais que toi, j'ai beaucoup travaillé avec la vidéo. Je travaille beaucoup avec la vidéo. Ouais. Et j'ai vu que tu responsabilisais entre guillemets même tes joueurs. Après, est-ce qu'ils se connectent ou pas? Est-ce qu'ils vont voir leur match? Bon, je pense que oui. Mais finalement, c'est pas toi qui travaille plus comme un club de centre de formation que les autres? On a essayé. En tout cas, quand un club amateur, pour rivaliser sur un club professionnel, il faut essayer de mettre toutes les armes de son côté. Et c'est vrai que moi, mais ça, même à l'époque de Choisy-le-Roi, alors un peu moins poussé forcément, mais j'ai toujours filmé un peu mes matchs. J'aime bien les revoir parce que souvent, on n'a pas la même lecture du match. Et puis, ça me permettait de séquencer certaines choses. Alors, à l'époque de Choisy, parfois, je mettais juste avant l'entraînement sur la tablette, tiens, regarde ce que tu as fait, comment tu aurais pu faire, etc. À Montrouge, c'était un peu plus poussé, surtout qu'on avait des logiciels qui nous aidaient à ça. Mais l'objectif, c'est ça, c'est d'utiliser la vidéo comme un moyen de progression. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je regardais l'adversaire. Ça m'intéresse vraiment pas, mais j'utilise la vidéo pour corriger les joueurs, développer certains aspects et puis nous développer notre projet de jeu. Tiens, là, c'est pas passé. Pourquoi c'est pas passé? Peut-être que tu vois, cette position-là, il faudrait que tu fasses ça quand il y a ça. Enfin, l'idée, c'était d'essayer de sensibiliser les joueurs. Parce que l'objectif, ça reste d'emmener les joueurs vers le monde professionnel. Et les joueurs qui vont vers le monde professionnel, ils ont de la vidéo énorme. Moi, je le vois là où je suis. Ils ont tous leurs matchs en vidéo, tout. C'est incroyable. Dans la progression, c'est incroyable. Puis il y a des joueurs qui disent, mais non, j'ai pas fait ça. Et puis on les met face à la vidéo. Ils font ça. Ah ouais, non, mais c'est. Ouais, mais il y a la vidéo maintenant, tu peux plus te cacher. Puis franchement, la vidéo, des fois, tu vois des trucs, c'est des crimes. Hein. Mais même en Ligue 1, en Ligue 1 encore, en Ligue 1, des fois, tu vois des choses, tu te dis, waouh, mais c'est ça. Entre voir le match à la vidéo, à tête reposée, ou même chez toi, dans ton canapé, et imaginer que tu ferais mieux que les pros, mais eux, ils sont sur le terrain, au bon moment, ça va à 4000 à l'heure, il y a la pression. C'est impossible de dire qu'on ferait mieux qu'eux. On en connaît tous qui disaient, putain, moi, si je jouais là, mais si Mbappé me fondait pas, je marque des buts. Sur le canapé, c'est facile. Exactement. Et toi, justement, donc, par rapport à ton modèle de management, moi, je t'ai vu, j'ai kiffé ta façon de parler aux petits. Je te trouve vraiment pragmatique, hyper simple, des consignes assez simples. Mais t'es comment avec eux? T'es plutôt proche d'eux? Moi, je pense que tu étais vraiment dans la communication. Je te vois pas comme un sévère à donner des coups de bâton. Tu étais assez proche de tes joueurs. Ouais, faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis éducateur spécialisé. Donc ça aide un petit peu pour... Ça, on va y revenir, t'inquiète pas. Donc non, je suis assez proche, mais en même temps, j'impose des limites. Et c'est vrai que les jeunes en plus de banlieue parisienne, je pense que c'est encore particulier, mais les jeunes, ils ont besoin d'un cadre. Mais à un moment donné, on doit adapter ce cadre. Mais il ne faut pas non plus leur faire passer toutes les choses. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de cadre, de repères. Moi, je suis coach, ils peuvent parler avec moi, rigoler, mais ils savent qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Mais tant que dans l'investissement collectif, tant qu'ils sont présents pour le bien de l'équipe, pas de problème. Après, on peut rigoler, il n'y a pas de souci. Et donc, non, il n'y a pas la frontière ou la barrière. Je ne demande pas qu'ils me vous voient, qu'ils ne m'appellent pas coach. Voilà, ils m'appellent comme ça. Après, il y a des choses, ils savent qu'ils peuvent faire, d'autres qu'ils ne peuvent pas. Et puis, moi, je tiens toujours mes paroles. Donc, quand je dis, s'il y a ça, vous allez voir, il y aura ça. Meilleur joueur, pas meilleur joueur, c'est pareil. En plus, ce que j'ai apprécié d'autant plus, c'est que tu as ton idée de jeu, mais tu restes assez ouvert quand même. T'es pas le mec qui est borné, on joue comme ça, on joue comme ça. Je sais plus si c'était les quarts ou les demi, où il y avait un match où vous étiez peut-être vraiment pressé par l'équipe adverse, et tu leur as dit à tes petits jeunes, non, à un moment donné, les gars, si on est pressé, oui, c'est bien de ressortir, etc., trouver des relais et tout, mais si à un moment donné, il faut envoyer le ballon dans la tribune, il ne faut pas hésiter. Ouais, il faut adapter, c'est ça, c'est comme si on va en pro, c'est-à-dire qu'il y a eu Manchester City PSG il n'y a pas longtemps, ils essayent de jouer court, mais si on n'y arrive pas, vaut mieux la ressortir une ou deux fois, quitte à faire reculer un peu le bloc adverse, plutôt que vouloir forcer court, prendre un but, et c'est plus pareil. Donc après, l'objectif, c'est quand même de garder ça en dernier recours, mais il faut s'adapter à la force de l'adversaire. On est sur un match, c'est un rapport de force, parfois on tombe sur un adversaire qui contrecarre tous nos plans. Et il faut s'adapter, et les joueurs, il faut les amener à ça, puisque l'objectif, c'est de l'amener à haut niveau. Et à haut niveau, il faut qu'ils s'adaptent à ça. C'est sûr. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Exactement. Toi, tu t'es fait une bonne petite réputation quand même, surtout dans... Les résultats, c'est grâce aux résultats, toujours. Dépendant un peu de ça. Ouais, on peut dire ça. Par rapport à ton recrutement, tu as eu des joueurs qui n'ont pas été conservés dans des clubs professionnels, qui t'ont rejoint pour bosser avec toi?
Alors, il y en a eu. Après, l'année en 17 ans, c'est quand même rare parce que les joueurs qui vont en centre, ils y vont souvent U16, U17, U18. Ouais. Voire, il y a peut-être les conventions d'1 an qui ne sont pas renouvelées. Donc, j'en ai eu 2. Mais Tu sens qu'il marque le coup, le gamin ? Ouais, c'est dur psychologiquement. L'échec, il est dur. Hein. Tu fais comment, toi, par rapport quand tu l'accueilles ? Bah, tu essaies de lui expliquer, tu vois, ok, ce qui s'est passé, voilà, de savoir pourquoi ça a échoué. Moi, j'ai appelé les 2 clubs qui étaient concernés, donc j'avais un petit peu l'historique. Ouais, l'historique. Et puis l'objectif, c'est de dire, bah voilà, t'es là pour rebondir. Donc maintenant, soit tu restes et tu déprimes et tu passes ton année, passe vite, et tu vas pas rebondir, soit tu utilises ça pour rebondir. Il y en a un qui a rebondi d'ailleurs, l'autre non, parce que c'était un profil un peu différent, mais celui qui a rebondi, là, il est encore de nouveau dans un nouveau club pro. Pour l'instant, il joue en 19 en nationaux, ça se passe bien, donc tant mieux. Mais c'est ça, l'objectif pour eux, c'est le plus difficile, c'est de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'ils viennent d'un centre qu'ils vont jouer. Souvent, c'est ça. En arrivant. Ah oui, souvent ils arrivent avec non mais attends, moi j'ai fait 1 an là-bas, pourquoi je joue pas ? Je dis mais attends, je m'en fous de ton CV, tu vois. T'as fait 1 an là-bas, mais regarde, tu fais pas ce qu'il faut. Le joueur qui est à ta place fait ce qu'il faut, c'est lui qui joue. Tu vois, il n'y a pas de star. C'est à 17 ans, t'imagines, encore on est en Ligue 1. Je pense que le gamin, à ce niveau-là, c'est pas qu'il n'est pas un but de lui-même, il le fait même pas exprès. Il a été mis dans des dispositions. Il s'est fixé des objectifs. Et de se dire, bah, je dois reculer d'un échelon pour après. C'est dur, tu vois. Ouais, et puis ils sont dans la construction en plus de la personnalité, c'est-à-dire la gestion de l'échec par rapport aux autres. T'es là, tu viens d'un club pro, t'arrives dans un club amateur, tu joues pas. Ils se disent, putain, les autres, moi je viens d'un club pro, je joue pas, ils doivent se moquer de moi, tu vois. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais après, c'est des choses que tu essaies de faire comprendre. Et le joueur, le joueur concerné, il a mis 2 mois, 3 mois, et après, c'est un des meilleurs joueurs. Et du coup, il a signé derrière dans un autre club. Tu as dit une phrase hyper importante. Tu as dit l'échec fait partie de l'apprentissage. Ah bah oui, carrément. Et Abdou, il a fait un podcast avec Mamadou Diakité. Tu vois, c'est un coach en développement personnel, dans le format itinéraire bis d'ailleurs. J'espère que vous êtes nombreux à le regarder. Et Mamadou Diakité, il a dit, si vous n'apprenez pas à échouer, vous allez échouer d'apprendre. Et ça revient exactement à ce que tu dis, mais je trouve que c'est tellement dur de le faire comprendre ça à des gamins de 15, 16, 17 ans. Après, les gamins, ils le comprennent. C'est les coachs qui coachent justement qui le comprennent pas. C'est-à-dire que moi, il y a plein de joueurs. Mon gardien de but, par exemple, il touche 70 ballons, il les relance court. Et bien sûr que ça nous a coûté des buts. Et mes défenseurs, ils ont déjà donné des ballons aux attaquants, on a pris des buts. Mais c'est pas grave, c'est partie de l'apprentissage. Donc même au niveau pro, ça arrive ça. Donc l'objectif, c'est justement de gérer l'échec. Voilà, on a échoué. Pourquoi on a échoué ? L'analyser, parce que échouer pour échouer, ça sert à rien. Et recommencer ce qu'on a fait. Et par contre, le réussir. Et ça fait partie de ça. C'est un peu... Enfin, tu vois, on fait souvent le parallèle à l'école. Moi, je trouve ça dommage que... on sanctionne des notes, des mauvaises notes et tout, tu vois, à un moment donné, ça arrive d'échouer. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi on a échoué et comment on n'échoue pas derrière. Et c'est vrai que l'échec fait vraiment partie de l'apprentissage. Et c'est important. Une fois qu'on sait ça, on n'a plus peur d'échouer. On va tenter les choses. Parce qu'après, si on ne veut pas échouer, on ne fait rien. C'est-à-dire que je me mets dans une équipe, je me mets en défense, dès qu'il y a un ballon qui arrive, j'envoie toute ma force devant, je ne vais pas échouer, je ne vais jamais relancer, par contre, j'apprends rien. L'objectif, c'est d'apprendre des choses quand même. Et je pense vraiment que ta mentalité et ce discours-là, ça fait vraiment partie de ta réussite aussi avec tes jeunes. Tu dis, tu gérais des 30 gamins, ils étaient tous aux entraînements tout le temps. Non, c'est vrai qu'il y avait un gros taux de présence et ça, c'était bien. Franchement, c'était génial ça. C'est la meilleure récompense. Quand tu prends une équipe, quel que soit le niveau, parce qu'on peut croire que 17 ans nationaux, c'est plus facile, mais il faut venir le mois de décembre à 19h, quand on habite de l'autre côté de Paris, qu'on ne joue pas. Il faut venir à l'entraînement. C'est facile d'inventer une petite entorse, un petit truc au genou. Mais même sur les équipes, moi quand j'avais la réserve à Choisy-le-Roi en senior, la première qui était en R2, elle s'entraînait à 12-13, nous on s'entraînait à 25, alors qu'on était la réserve, tu vois. Mais parce qu'à un moment donné, tu sacrifies des petites choses, c'est-à-dire un peu moins de rigueur sur certains trucs et un peu plus de plaisir dans le jeu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils viennent là, surtout quand on est en réserve senior, départementale, ils viennent là pour s'amuser. Donc on n'était pas là à faire des tournois non plus, mais il y avait un petit peu beaucoup plus de ludique. Et c'est ça l'objectif. Il faut que le joueur, donc là c'était un senior, mais même l'enfant vienne et prenne du plaisir. C'est-à-dire, c'est vraiment important. Une séance où il n'y a pas de plaisir, même pour moi, ça. Si je vois pas de sourire, pas de j'ai tenté de crochet, le dribble, la frappe, c'est pas intéressant. Donc c'est un peu la c'est clé. là que tu tires le meilleur de tes joueurs. Ouais, c'est ça. C'est la clé. Tu sais, il y a des coachs qui aiment bien, tiens, faut courir ça, faire ci. Toi, courir avec le ballon. Non, après, mon prépa physique, il le faisait sans ballon. Mais les petits, quand ils le voyaient arriver, je leur dis, mais c'est pour être meilleur avec le ballon. Et comme on avait les résultats derrière,
Ça allait. Des fois, c'était dur. Tout s'imbriquait pour que ça se passe bien. Si vous voulez être meilleur avec le ballon, nous on court. On a un projet où on doit vraiment courir, aller vers l'avant, presser, etc. Pour le faire, quand en face, il y a défenseur de l'équipe de France, joueur qui d'habitude joue en U19, faire tomber, il faut lui prendre la balle. Faut courir, parce qu'ils sont bons les joueurs quand même en face. C'est sûr. Donc faut courir. Moi, Rennes, Lorient, Brest, Guingamp, ce qu'on a joué, c'est très très fort. Il faut faire les efforts. Là, il y en a qui sont en pro maintenant, ça y est, on les voit. Donc ça fait plaisir. Ça va vite, c'est sûr. Et quand tu es à Montrouge, ça se passe comment le relationnel avec les parents, les agents, les clubs pro? Parce qu'on peut se dire Montrouge, club amateur. Il y en a qui peut-être peuvent se permettre des choses qui ouais, alors moi j'ai mis je parlais pas mal avec les agents, par contre, ou même avec les parents. Par contre, il y a une règle que je mets au départ, c'est moi je veux bien parler, parle de la situation de l'enfant, son avenir, son évolution, comment il va pas. Par contre, à aucun moment pourquoi il joue pas. Ok. C'est-à-dire c'est réglé. Tu mets ça en place direct. Le premier qui me dit ouais mais je comprends pas, il joue pas. Prends ton joueur, parent, enfant, change de club. Il y a plein de clubs à Paris. Voilà. Moi je pense essayer de faire jouer les meilleurs. Plutôt être impartial. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs que j'adorais vraiment humainement et que je faisais pas jouer. Et des joueurs avec qui ça passait moins bien humainement et je faisais jouer parce qu'ils méritaient. Et donc, voilà, juste, vous venez pas vous plaindre. Le petit, il joue pas, vous n'êtes pas content, vous le prenez, vous allez ailleurs. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais le travail que je fais, je sais ce que j'essaye de mettre en place. Voilà, donc, et ça, ils le comprennent après? Ouais, ils le comprennent, ouais. Après, ils le comprennent. Après, il y a des agents qui mettent pas les joueurs, enfin, qui venaient pas mettre les joueurs chez moi parce qu'ils savaient que peut-être ils n'auraient pas la main. Mais j'ai eu des agents avec qui je m'entends très bien. Me le dire des fois en rigolant, je te donne mon joueur, tu le fais même pas jouer. Je sais pas, il mérite pas de jouer. Tu vois, mais oublie pas la cause. Il n'y a pas la cause, le meilleur joue. Celui qui mérite le plus, il joue. Tu le sais en le mettant chez moi. Tu le sais, justement, il n'y a pas quelqu'un qui lui passera devant pour X ou Y raison. Le meilleur joue. Après, c'est pour rigoler, tu vois, les gens, ils savent. Et par rapport au club pro, ça se passe comment? Ils viennent, ils te contactent toi, ils contactent le club pour des essais Après, là, moi, peu importe. En soi, globalement, peu importe. Maintenant, Montrouge, ça se passait beaucoup par moi parce que je rencontrais pas mal de joueurs de clubs et puis c'était plus facile de centraliser tout ça, tu sais. Après, voilà, moi, je demandais juste les joueurs, avant que je prenne les 17 ans nationaux, les joueurs n'avaient pas le droit d'aller à l'essai avant le mois de février. D'accord. Tu vois, c'est une règle qu'ils ont mis en place parce qu'il fallait qu'ils se concentrent sur le championnat. Moi, quand je suis arrivé, j'ai enlevé cette règle-là parce que j'ai dit que je pense qu'on frustre les joueurs. Et deuxièmement, si tu joues le maintien, ils vont tous à l'essai au moment où tu dois jouer le maintien. Tu vois, février, avril. Donc, je dis non, les joueurs, ils vont à l'essai quand ils veulent. Voilà. J'essaye de faire en sorte qu'ils soient là le vendredi pour la séance de la veille de match. Voilà. Et pour le match. Après, s'il y a des essais, des fois, ils duraient, ils n'étaient pas là. Mais bon, j'essaie de faire en sorte ça. Après, la seule règle que je demandais, c'est de recevoir une copie, moi ou le club, une copie de l'essai. D'accord. Et après, ça m'arrivait l'année 2002. Des fois, j'avais 10-12 joueurs à l'essai la même semaine. Incroyable. Mais tant mieux pour eux. C'est bien. Notre objectif, il est là. Il ne faut pas l'oublier. On est là, on veut se maintenir, pas de souci. Mais notre objectif, quand un joueur il vient en 17 ans nationaux ou même ailleurs, il vient dans un club amateur. Lui, c'est bien le club amateur. Hein. Il va aller en club pro. Mais donc notre objectif, c'est de l'emmener là-bas. C'est pas de le bloquer là. Non, vas-y, tant mieux. Et t'es resté combien de temps toi à Montrouge? J'ai fait une année en U16 et 5 années en 17 ans nationaux. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5 années. Et ça donne quoi en termes de signature dans des clubs professionnels, centres de formation? En tout, on doit être entre 40 et 50. Entre 40 et 50 en tout, ouais. En 4-5 on est à une dizaine par année, à peu près. Alors la première année, un peu moins. L'année des playoffs, on fait 13 ou 14. Donc on doit être plus proche des 40, mais on doit être à une quarantaine, ouais. Vous avez compris, les abonnés Baco, c'est auprès de cet homme-là qui... Bon, c'est pas que moi, c'est le niveau qu'il fait. Mais et puis les joueurs, ils arrivent, c'est des bons joueurs. Incroyable. Non, c'est incroyable. Mais après, les joueurs, quand ils arrivent à Montrouge, ils sont pas sortis d'un œuf. Ils ont été bien formés avant. Nous, on les a révélés, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a un projet de jeu qui permettait aux joueurs de se mettre en lumière. Mais on a révélé le travail des autres éducateurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand il y a un joueur qui signe, c'est un travail de fond qui est fait même dans toute la région. Clairement, moi je l'ai dit plusieurs fois, sans les autres clubs. Alors des fois, ils font la tête, les clubs. Comment ça, lui prendre le joueur? J'ai bien, on est au niveau national, tu ne l'es pas. Demain, moi je suis au niveau régional, tu es au niveau national, je t'envoie mon meilleur joueur. Tu vois, tant mieux. Mais ça a révélé que le travail. Il y a beaucoup de joueurs qui ont signé, qui ont fait juste 1 an à Montrouge. C'est-à-dire qu'ils sont venus à les 17 ans nationaux. Et ça part direct. Pourtant, ils ne faisaient pas d'essai avant. Tu vois, moi je me souviens, et s'ils regardent le podcast, ils se verra, mais il y a des joueurs que je récupère d'un club, et je me rappelle une petite embrouille avec le directeur technique de ce club-là, qui me dit quoi? Il me dit tu veux récupérer ce joueur-là, mais tu vas même pas le faire jouer en 17 nationaux. Nous, on a des bons joueurs, c'est pas lui le bon joueur. Tu nous prends un joueur juste pour ton équipe 2. Je dis, mais moi, je le fais jouer, il va signer le petit. Mais il a fait 2 matchs, il a eu 10 essais. 10 essais. Puis là, à l'heure actuelle, il est en pro, il est en Ligue 1.
Ah ouais. Donc, comme quoi, il suffit juste en fait, comme partout, il faut croire aux joueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, moi, auxquels je crois pas. Ouais. Ça veut pas dire que... C'est-à-dire qu'avec un autre coach qui croira en eux, il va se développer, le joueur. Moi, si j'y crois pas, ça sert à rien que je le fasse. Donc toi, tu es vraiment dans le développement du gamin, tu penses au gamin avant tout. C'est ça, ouais, c'est ça. L'objectif, c'est ça. C'est le joueur et l'enfant. Comment le faire évoluer là-dessus? Parce qu'après, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui échouent. Ceux qui échouent, il faut au moins que l'année qu'il est passée, il ait appris certaines choses, extra football, un petit peu comment se comporter, même si c'est pas ton rôle, mais voilà, des choses un peu, des messages que tu fais passer un petit peu sur des aspects de la vie. Et l'objectif, c'est ça, c'est qu'il se développe là-dessus, vraiment. T'as un entraîneur modèle, quelqu'un qui t'a vraiment influencé? Bah, moi, dans ce que j'ai rencontré, quand j'étais à Vitry, il y a un entraîneur qui s'appelle Laurent Bruno, qui est, à la base, c'est pas un spé entraîneur foot, c'est même pas un spé foot, tu vois, je crois qu'il est spé gym, tu vois, rien à voir. Mais c'est une figure un peu du club et il entraînait les seniors et puis je suis entraîné avec lui. Et c'est lui qui m'a fait rentrer dans le travail d'éducateur spécialisé, qui était éducateur sportif là-bas pour les enfants qui ont des troubles du comportement. Et en fait, c'est lui qui me faisait comprendre que c'est bien ce qu'on veut mettre en place foot, mais il faut prendre la connaissance totale du joueur et de l'enfant. Et une fois que tu as la connaissance de la problématique du joueur, donc tu arrives à déchiffrer, tiens, ce joueur-là, il est comme ça, cet enfant, il est comme ça, s'il réagit mal là, c'est parce qu'il y a ça, etc. C'est plus facile derrière d'individualiser ta pratique et d'aller chercher le développement. Donc après, des fois, ça peut paraître d'un groupe. Ouais, mais le coach avec lui, il est comme ça, avec lui. Parce que c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes trajectoires, c'est pas les mêmes familles, c'est pas... Voilà, il y a plein de choses à individualiser. Et voilà, dans le foot, avec qui j'ai travaillé, c'est celui qui m'a le plus appris, en tout cas, sur le management de la personne. Après, en termes de foot, j'ai appris un peu partout où je suis passé. J'aime bien regarder les coachs travailler, échanger avec eux. Des fois, on prend des choses de coachs qui sont même bénévoles, mais il y a un petit truc sur la séance, sur le match, une petite phrase, et puis tu le prends, et voilà, tu prends un peu tout le monde. Et ce qui est incroyable, justement, c'est que tu as travaillé pendant de longues années dans un institut pour des enfants ayant des troubles du comportement. C'est ça. À quel point ça t'a aidé, ça t'a impacté, justement, dans ton rôle d'entraîneur? Bah, ça te permet de relativiser. C'est-à-dire que quand la journée, tu fais des réunions où tu es avec des professionnels et tu gères un enfant qui a été victime de viol, d'un oncle ou d'un truc comme ça, quelqu'un qui a perdu son père, sa mère, enfin des gros problèmes. D'ailleurs, tu dis de perdre le match du dimanche. Bon, finalement, ce serait pas ça ta plus grande fierté et ta plus grande réussite en tant qu'homme? Si, je pense que c'est ça qui aide. Parce qu'après, on est là et tu perds le match, tu fais, bon, voilà, t'es compétiteur, t'es là pour gagner les matchs, tu fais la tête dans le quart, mais le lendemain, t'es face à un enfant qui a 12 ans, qui a vécu des choses. Tu te dis, bon, avoir perdu contre tel club, c'est pas très grave. Et c'est pour ça que la gestion de l'échec aussi, un joueur, il rate une passe et on prend un but. Il y a des choses tellement pires. Donc, c'est pas très grave. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a permis de... Voilà, comme on n'a pas peur de ça, comme on sait qu'il y a des choses plus importantes, bah, on peut rater, c'est pas grave. Et puis en fait, en se disant on peut rater, finalement on réussit plus que ce qu'on rate. Parce que les joueurs que j'ai savent qu'ils n'ont pas la pression. Tu rates. Après, il y a une différence entre rater et faire n'importe quoi. Bah, ça veut pas dire qu'il y a ça, ça veut pas dire que le gardien peut prendre le ballon, se mettre à dribbler 3 joueurs. Quoi. Il y a quand même un cadre. Mais après, si c'est des choses qui sont demandées et qu'on rate, bah, c'est pas grave. Hein. Ce que tu dis là en plus, ça rejoint le fait que je pense que le formateur, ça doit être un vrai pédagogue avec le petit. C'est-à-dire que moi, quand j'étais au centre de formation, j'ai connu des entraîneurs qui parlaient peu, assez sévères, et j'étais pas... c'est comme si je ressentais pas vraiment de pression, mais j'arrivais pas à donner le meilleur de moi-même. Un entraîneur qui te met en confiance, qui essaye de te comprendre, de savoir des fois si ce qui va pas, peut-être dans la famille, peut-être dans ta vie personnelle. Je pense en plus à cet âge-là, tu vois, où c'est trop important. Et ça, je pense même c'est l'un de tes plus grands secrets d'entraîneur. Au-delà de ta qualité tactique, tu vois, de ta philosophie du foot, je pense que ça, vraiment, ce métier, ça t'a... Ouais, ça se complète tellement bien en plus. Mourinho, il disait aussi que avant de s'intéresser au joueur, il faut s'intéresser à l'homme. Tu vois. Alors moi, je suis pas spécialement hyper fan de Mourinho. C'est pas, voilà, si je devais choisir un entraîneur préféré, ce serait pas lui, même si je reconnais ses qualités. Jürgen Klopp. Liverpool? Jürgen Klopp. Déjà, Liverpool, c'est mon club préféré. Ouais. Et lui, maintenant, c'était mon entraîneur préféré. Donc, t'imagines, quand il y a eu le mariage, c'est pas juste parfait. Mais pourtant, si, quoique vous avez à peu près les mêmes idées de... Ouais, il y a des idées différentes tactiquement, mais dans sa gestion humaine, voilà, c'est-à-dire que Jürgen Klopp, il est capable de sortir un joueur qui a été remplaçant, qui n'a pas joué depuis 8 mois, comme on dit, et le rendre en demi-finale où on fait, et le mec il marque. Et il vient courir sur Klopp alors qu'il est tricard. C'est un truc de fou. Souvent, on dit, un bon coach, on le voit, la qualité, la relation qu'il a avec ses remplaçants, mais qui ne joue jamais.
Ouais. C'est ça souvent. Parce que c'est titulaire. Bon, ils sont contents, ils sont titulaires. Un joueur, il joue, il est content. Mais le mec que tu fais jamais jouer, qui arrive à quand même, alors je dirais pas être content, mais à reconnaître ton travail, à quand même s'investir, à se donner à fond. Et en plus, quand il marque, il vient de voir. Ouais. Tu te dis que là, il a marqué quelque chose. Surtout que Jürgen Klopp, des fois, il n'hésite pas à les allumer, les joueurs sur le terrain. Il sort une fois, il a sorti Naby Keita à la 30e, ou des choses comme ça. En plus, ça va aussi avec ce que tu dis, parce que lui, c'est un mec, je trouve, qui s'adapte, tu vois. Tu prends Liverpool au début, quand les a... Bon, après, c'est normal. Quand il les a récupérés, c'était beaucoup de la transition, ça allait à 2000. Bon, après, ils ont récupéré le grand Fabinho, tu vois. Où je pense que là, ils ont pris vraiment un jeu de possession et tout. Mais c'est un mec aussi, je pense, qui s'adapte, qui regarde vraiment ce qui se fait et tout. Donc, et puis, il fait venir des joueurs qui rentrent dans son système. C'est-à-dire que Liverpool, ils font venir... Les gens, je pense qu'ils suivent, ils savent. Il n'y a pas que de gros top joueurs qui viennent à la base. C'est des très bons joueurs qui deviennent des tops. Mais vrai, il ne fait pas venir Messi, il ne fait pas venir Neymar, il ne fait pas venir Mbappé, il fait venir un Salah qui a échoué en Angleterre, qui reste sur une bonne saison en Italie. Un Mané qui fait des bonnes choses à Southampton, mais qui reste un club intermédiaire. Un Van Dijk, je ne suis pas sûr que beaucoup le connaissent avant qu'il signe à 75 millions. Fabinho, il a fait des bonnes choses en France, mais il ne vient pas du Real non plus, même s'il fait une bonne chose. L'arrière-gauche, là, Robertson, il vient de Hull. Il y a beaucoup de choses. Quand Wijnaldum, il joue à Newcastle. Mais ce qu'il a fait, là, il est au PSG, tant mieux. Mais ce qu'il a fait à Liverpool, c'est exceptionnel en 4 ans. Et voilà. Alors, un peu, il y a Thiago Alcantara qui est un peu différent, qui vient, c'est un joueur confirmé. Mais ça reste des joueurs qui étaient de très bons joueurs et à qui il a fait vraiment franchir un palier. Et c'était déjà le cas à Dortmund. Et je pense, je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, moi, ce qui m'importe, c'est où j'ai pris le joueur et où je l'ai amené. Parce qu'après, à niveau amateur, j'ai bien dit niveau amateur, quand tu as les meilleurs joueurs, tu gagnes souvent le match. Niveau professionnel, c'est un peu différent. Mais niveau amateur, tu as le top attaquant, le top défenseur, le top milieu. Bon, même si tu fais pas des grosses choses, ils peuvent le faire tout seuls. Niveau professionnel, c'est différent. Mais niveau amateur, ça. Mais par contre, la question, c'est où tu as pris le top attaquant et où tu l'as amené. Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il a appris des choses? Donc c'est ça qui est important. C'est excellent ce que tu nous dis. Et d'ailleurs, là, on parle de l'Angleterre. Je vais te montrer une petite vidéo d'un membre de Balle au Centre, Isma, qui joue aujourd'hui à Oldham. Et vous deux qui êtes du bassin parisien, il a un petit message pour toi. Donc je vais te montrer ça. Thomas, salut Ox. J'espère que vous passez un bon moment avec Anto. Moi, j'avais une petite question à te poser. Tu étais dans le vivier, le plus gros vivier de France, à Paris. Tu as dû en voir passer des joueurs. C'est qui le plus gros phénomène que tu as vu passer? Et aujourd'hui, est-ce qu'il a percé ou pas? Déjà, est-ce que tu me connais, toi? Parce que moi, je fais partie des phénomènes de Paname. Allez, peace. C'est quelle génération, du coup, lui? Dylan Bamboula, génération 1995. Ok. Mais t'es à Monaco aussi? Il est à Monaco avec nous, exact. Après, génération 95, c'est pas les générations que j'ai eues ici. Je les ai eues à 13-14 ans, quand même. Si, ça. C'est jeune. Mais t'avais jamais entendu parler de lui? De nom. Après, je suis un grand joueur de Football Manager, tout ça, donc tu connais plutôt les noms, tu vois, les noms tu connais, après tu connais pas forcément les joueurs, mais parfois d'ailleurs, je me souviens, quand je dis Football Manager, c'était bien avant que ça s'appelle Football Manager, ça s'appelait l'entraîneur, tout ça, et des fois je voyais des joueurs, je me suis dit, il est fort lui, et j'allais les voir en vrai. Tu vois, sur un match de CFA, CFA2, tu vois, à l'époque, j'allais voir. Toi, t'es un passionné. Je voulais voir, je me dis, tiens, attends, lui, il est fort en jeu. Ah, il est bien, lui. Et après, c'est dur de faire un choix parce que quand tu choisis, t'élimines. Il y a pas mal de joueurs. Après, celui qui buzz le plus en ce moment, c'est Matistel, qui est à Rennes. J'ai entendu parler, qui est à Rennes. Qui est un super petit, franchement. Quelle génération? Il est 2005. Il joue en pro. Très jeune. Il joue en pro déjà. Il joue en pro. Mais est-ce que tu as eu des joueurs un peu génération précédente? Quelqu'un qui t'a vraiment impressionné, est-ce qu'il en est où aujourd'hui en fait? Parce que tu sais, à Paris, même nos générations, nous, on aime beaucoup Féno, toi t'es un Féno, moi, tu vois. Mais souvent, les Fénos, c'est pas ceux forcément qu'on perçait. Hein. Mais sur la première année où je suis à Choisy-le-Roi, donc je suis en U15, et c'est la génération 95-96. Et on est en R3, mais on avait le niveau d'une R1. On s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est équivalent. Là, j'avais pas mal de phénos, effectivement. Et ils ont pas tous percé, mais il y en a un que j'ai rejoué il y a pas longtemps et qui est à Lusitanos en défense centrale. Il s'appelle Roger. C'est un super joueur. Un autre attaquant qui s'appelle Pedro, qui était très très fort, qui était parti. Pedro était parti à l'UGA. Après, il avait joué à Lorient, il a fait Laval. Puis là, il doit être en CFA, enfin en N2 ou N3 quelque part. Roger, lui, était parti au Paris FC à l'époque. Et ça, c'était vraiment vraiment phéno. J'avais un joueur aussi, après, génération un peu plus, 99, qui s'appelait Elias Yousfi, un gaucher, petit joueur, super fort, qui jouait en N2 au Gobelin. Et là, je sais pas où il est là, d'ailleurs, il a quitté. Et après, le dernier... phéno, c'est pas ceux qui arrivent à l'arrivée. C'est ça, et puis le dernier vraiment que je connais depuis longtemps,
Et lui, je l'ai vu grandir en plus, et c'est génial. C'est Cheikh Oumar Diakité, qui joue en Ligue 2 Paris FC. Alors lui, moi, il était dans mon club à Choisy-le-Roi, puis je le voyais jouer en U8, U9. Un petit peu boubou, l'attaquant, tu vois, Carlos Tevez. Et en fait, très très fort. Et je me suis dit, tiens, le jour où j'ai une équipe, je le récupère. Et puis à Montrouge, je l'ai récupéré. On a travaillé sur 2 ans ensemble. Puis il a signé au Paris FC. Maintenant, il joue en Ligue 2. Donc ça, c'est très bon joueur. C'est une grande fierté pour toi aussi. Ouais, c'est une grande fierté. Et puis lui, c'est une double fierté parce que c'est un joueur, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dessus, qui partout où il est passé, n'importe quel match amical, n'importe quel tournoi, on a toujours dit il est trop fort. Il est trop fort. Et pourtant, il n'y a aucun club qui l'a signé. Mais toi, tu as toujours cru en lui. Moi, je ne suis pas le seul, mais aucun club qui l'a signé. Pourtant, vraiment très fort. Et les recruteurs, de tous les clubs, je crois, il n'y a pas un club de France. C'est vrai qu'il est fort, mais on doute un peu la marge athlétique, etc. Moi, je dis, mais le petit, il est fort. En plus, il est en décembre. Retard morpho, c'est-à-dire qu'il jouait dès 17 ans, il avait 15 ans, avec un corps de 13 ans, tu vois. Mais une intelligence hors du commun, tu vois. Et je me dis, ça a marché, et puis ça a fonctionné. Le Paris FC a fait un très bon travail avec lui. Et lui, on fait confiance. Et on revient à ce tout à l'heure, quand on croit à un joueur et qu'on est dans vraiment ça, dans cette croyance avec ce joueur-là, ça aide toujours à le développer. Donc, ils ont fait du bon travail. Mais après, des phénos, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, surtout à Paris. Surtout à Paris. Moi aussi, je suis de Lyon, c'est pas mal. Le bassin lyonnais, il est ça pas reste mal. en dessous Paris, mais c'est pas mal. On est beaucoup moins aussi. Là, c'est ça. Non, et le bassin parisien, il est reconnu. Dernier petit point que je veux voir avec toi, tu pars de Montrouge. Au départ, tu signes à Bobigny. C'est ça. Tu dois récupérer une équipe, c'est ça en fait, mon travail à Montrouge s'arrête juste avant. Il y a eu le confinement, on attendait de voir que ça s'est poursuivi, ça s'est arrêté, donc il s'arrête là. Comme un accord avec le président, on a décidé on savait que le travail ne pouvait pas continuer. On a décidé de s'arrêter là, puisque eux, ça leur permettait de trouver quelqu'un, de faire la suite. Moi, ça me permettait de rebondir. Et à ce moment-là, j'ai plusieurs propositions en région parisienne et je cherchais quand même une proposition vraiment avec le projet. Je voulais monter en gamme, entre guillemets, en termes d'âge. Donc, je voulais partir sur des 18 ou des seniors. Puis, je voulais un club un petit peu où je pouvais mettre ma philosophie, qui était un peu ambitieux, et puis où il y avait une senior pour me rapprocher du monde senior aussi. Donc, j'avais opté pour Bobigny. C'est 93, donc j'ai fait 2 mois et demi là-bas. J'ai tout fait, j'ai fait mon recrutement, mon projet de jeu, etc. Et j'avais prévenu à ce moment-là, par contre, un peu comme dans les contrats d'entraîneur, clause de départ s'il y a un club professionnel. Et puis ça a été très bien accepté. Après, j'ai dit, comme je te disais tout à l'heure en off, la volonté dans un club professionnel, c'était pas forcément un objectif, tu vois. C'est pas forcément un but. C'est quelque chose, ça arrive, tant mieux. Mais ma vie éducateur spécialisé, entraîneur un peu amateur, j'aimais bien. Après, comme tout coach, on fonctionne un peu au défi et me dire, est-ce que moi je suis capable d'entraîner en centre, avec ce que j'ai fait, est-ce que j'ai les capacités est-ce que ça va m'apprendre, etc. Donc je disais, si j'ai une proposition, mais pas n'importe laquelle, tu vois, je veux pas adjoint en U13 et surveiller l'internat, tu vois, sans porter préjudice à ça, tu vois, mais je sais qu'il y en a qui rentrent là-dessus. Moi, il fallait que ça soit sportivement cohérent. Et donc j'ai été contacté par Reims en premier et par 1 ou 2 autres clubs ensuite. Mais je m'étais engagé avec Reims, donc j'ai même pas été plus loin dans les démarches. Donc tu as pris premier. C'est même pas premier, c'est que le courant est passé tout de suite. C'est-à-dire que tu tombes sur un club. Et tu t'es retrouvé aussi dans ta philosophie, dans tes idées et tout. C'est ça. Alors après, là, je suis adjoint, donc c'est pas mon équipe, mais par contre, ça match hyper bien avec le coach, qui a des idées très très proches, avec forcément quelques petites différences, mais c'est très très proche. C'est-à-dire que ça a matché tout de suite. On est face à un club qui a la volonté de développer le jeune joueur, et de le faire jouer en pro. Si on regarde la Ligue 1, à ce week-end, il y avait encore des 2001, 2002, un 2003, enfin tu vois, avec vraiment un projet de formation, une équipe encadrante qui est vraiment là-dessus, qui ne sont pas fermés club pro, qui sont là, on prend un petit peu les forces où on peut les prendre. Moi, il me faut venir parce que Paris, parce que éducateur spécialisé, parce que je suis capable de... pas mal de cases, ce qui perd des cases que certains ne remplissent pas. Et je dois apporter ma plus-value là-dessus. Et moi, de l'autre côté, j'apprends beaucoup de choses, tu vois, un peu du monde professionnel. Et donc, c'est vrai que ça a matché tout de suite. Et de toute façon, je pense que les clubs qui m'ont contacté, c'était un peu ce genre de club-là, parce qu'ils savent qui je suis, comment je travaille. Et donc, c'est un peu le même genre de club, mais là, ça a matché tout de suite. Et puis, on s'est vu le jeudi, ils m'ont proposé le mercredi d'après. Le vendredi, j'avais accepté, tu vois. T'as foncé. Il fallait juste que je règle un petit peu des détails par rapport à mon travail et tout. Mais je me suis dit, on va le faire, au moins ici. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? T'aimerais coacher une équipe première un jour ? Je sais pas. Je fonctionne par palier. Pour l'instant, je suis bien, tu vois. Je vais dire comment j'ai commencé à 16 ans. Je me suis dit,
À 16 ans, je me suis dit, les mecs qui coachent en ligue, vraiment, ça va être des bons coachs. Tu vois. Quand je suis arrivé en ligue, les mecs qui coachent en 17 NAS, c'est mon objectif. Tu vois. T'as le BE, t'es en 17 NAS, tu dois être un top coach. Puis après, je suis arrivé en 17 NAS, tu vois, j'ai eu le BE. Je me dis, les mecs qui font quand même les hauts du classement, ça doit être vraiment des bons coachs. Et puis tu l'as fait. Après, tu dis, les mecs qui entraînent en centre ou en N2 ou en, tu vois, ça doit être des bons. Donc on fonctionne par palier. Après, je suis fermé sur rien. Pour l'instant, on va dire que je suis très bien là où je suis. J'apprends beaucoup au contact des joueurs avec des joueurs et des coachs avec qui je suis. Franchement, ça se passe super bien. J'apprends beaucoup de choses. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. J'espère le faire correctement, mais on fonctionne étape par étape. Donc à court terme, je te dirais, continue un peu dans ce processus, passer les diplômes qui permettent déjà d'encadrer les équipes. Et à long terme, on verra. On verra. Puis la santé, ça reste le plus important et le plaisir dans le foot. Être épanoui. Franchement, là, je le suis. En plus, on a une équipe très joueuse avec beaucoup de jeunes. Franchement, c'est génial. C'est exactement ça. On te souhaite encore beaucoup de bonnes choses, beaucoup de succès. Merci. Franchement, merci Thomas. C'était un super moment. C'était un plaisir. C'était vraiment enrichissant. Tu peux revenir quand tu veux. Je pense même peut-être pour un itinéraire bis. Pas de problème, à chaque fois qu'on m'invite, je viendrai. En tout cas, merci. T'as dit oui tout de suite et merci encore pour. Tu nous as honoré de ta présence. Et merci à vous pour ce que vous faites. C'est bien, franchement. Il va falloir faire un peu plus de partage là pour monter les abonnés. Les gens ils savent pas. Il faut partager. Faut que tu les envoies les petits traces là. Tu sais que moi je savais même pas avant que tu me contactes. J'avais entendu parler vite fait de la BD. Tu vois, par contre, le livre qu'on a écrit. Le livre, ça j'avais, parce qu'il y a eu un reportage sur Bein ou un truc comme ça là, qui expliquait. Et mais ce concept-là, podcast, j'avais pas, tu vois, et du coup, je les ai regardés, j'ai dit, mais en fait, c'est là qu'il faut donner de la force. C'est le moment. Préviens les petits là. T'inquiète pas. En tout cas, merci beaucoup Thomas. Merci à toi. Merci encore aux abonnés. Continuez à liker, à commenter, à partager. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao.